J'ai créé l'association Éveil Pur au cœur de l'enfant afin de faire connaître la parentalité positive au maximum de personnes. Voilà, moi je suis née dans une famille où la parentalité positive et bienveillante n'existe pas du tout, où les coups ils étaient présents tous les jours. Notre père et belle-mère ils nous frappaient, mes sœurs, mon frère et moi, et ils nous privaient parfois de le peu plaisir que nous avions étant enfants. Et arrivé en France à l'âge de 10 ans, mes parents adoptifs ils ont fait ce qu'ils avaient pu. Alors comment je suis arrivée à la parentalité positive? En fait, tout a commencé à la naissance de mon fils. Un soir, je me suis installée dans la chambre pour l'allaiter. Il faisait nuit, il n'y avait aucun bruit. Et là, j'avais fermé les yeux et d'un coup, j'ai eu une image qui m'est apparue. Je voyais le frère d'une de mes amies d'enfance qui mettait son bras devant à chaque fois que ses parents ils passaient à côté de lui. Le simple fait de passer à côté de lui, il en avait peur. Parce qu'en fait, il recevait tellement de coups qu'il avait vraiment peur. Et du coup, également, avec mes frères et mes sœurs, la même image. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je veux pas élever mon fils dans la peur, surtout nous, ses parents. Du coup, dès que le jour s'est levé, j'ai fait beaucoup de recherches. Et c'est là que je suis tombée sur la parentalité positive, avec tous les livres d'Isabelle, notamment. Et j'ai fait des ateliers, etc. Et puis après, voilà, donc c'est là que j'ai rencontré Isabelle. Voilà. Et je suis fière et très honorée que Isabelle ait répondu à ma première demande l'année dernière. En fait, elle est passée en conférence à 1h30 de chez moi et en fait, c'était trop loin par rapport à mon fils, je ne pouvais pas me déplacer. Et là, avec une amie, je me suis dit, mais si nous ne pouvons pas aller à elle, c'est elle qui viendra à nous. Et du coup, tout a commencé comme ça, en fait. Et voilà. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais même si je connaissais rien, ni personne, parce que ça faisait 2 mois que j'étais dans la région, je me dis, je me lance quand même. Sur votre fauteuil, vous avez une fiche de renseignement où il y a tous les événements en 2018 de l'association. Donc si vous avez envie de recevoir les informations, n'hésitez pas à la remplir et puis de laisser au staff à la fin. Voilà. Monsieur, je vous souhaite une très belle soirée et merci d'accueillir Isabelle. Merci pour ton témoignage émouvant et merci d'avoir organisé cette super soirée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Attendez là. Qui m'a dit que vous étiez 1300? Je vous entends à peine. Bonsoir. Ah, c'est un peu mieux. Bon, je propose qu'on se lève quand même, on s'étire, ça fait un petit moment que vous êtes assis sur vos chaises. Allez, allez. Et puis, comme ça, vous pouvez me dire bonsoir un petit peu plus. Bonsoir à tous. J'ai appris que certains d'entre vous avaient fait 2 heures, 3 heures de route. Certains d'entre vous ont loué une voiture, pris un hôtel. Vous vous rendez compte qu'on est 1300 parents et professionnels. On est 1300 personnes ici, réunies pourquoi? Parce qu'on en a ras-le-bol qu'on nous dise qu'il faut mettre des limites à nos enfants. On en a ras-le-bol qu'on nous culpabilise à tout bout de champ. Nous, on a envie d'une relation cœur à cœur avec nos enfants. Nous, on a envie d'écouter le cœur de nos enfants. On a envie d'être heureuses au quotidien avec nos petits. C'est vrai ça quand même, hein. Quand on rêvait d'avoir un enfant, on se disait oh, ça va être merveilleux, on voyait plein de choses géniales, on se disait vraiment que ça allait être de l'amour, de la joie. Et puis une fois qu'on est sur le terrain, c'est vrai que c'est pas toujours aussi drôle. Parce que on nous a raconté beaucoup d'histoires
et que parfois on y croit. Et du coup, on se met à avoir des comportements parentaux qui génèrent des réactions. Et puis, un certain nombre de réactions de nos enfants, on ne les comprend pas. Il faut dire aussi que nous, on n'a quasiment rien appris sur les émotions quand on était petit. Hein. Ni nos parents, ni à l'école, personne ne nous a dit qu'est-ce que c'est la joie, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la colère, qu'est-ce que c'est la tristesse, et à quel moment on l'exprime et comment on l'exprime. On ne sait même pas exactement dire ce qu'on ressent à l'intérieur. Alors évidemment, quand notre enfant pleure, on pleure aussi, on se dit oh là là, on est complètement démonté à l'intérieur. Quand il est en colère ou parfois il est dans une crise de rage, alors là, nous aussi, ça nous fait monter la rage, paf, on se retrouve direct comme si on avait 2 ans nous aussi. Hein. Parfois, notre enfant est terrorisé, il est figé devant un truc et là, on est complètement, on ne sait pas quoi faire, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais le forcer? Est-ce que je le force pas? Comment je fais avec ça? Puis quelquefois, ils sont éblouissants de joie. Oui, mais même la joie, c'est fatigant. Hein. Ben oui, au bout d'un moment, toute la journée au boulot, et ensuite, lui, il saute de joie comme ça, arrête de sauter sur le canapé, j'en peux plus. Et c'est vrai que les enfants, ça a des réactions émotionnelles assez puissantes. Et du coup, nous, on est souvent un peu déstabilisés. Et pourtant, on est là, on voudrait une relation de cœur à cœur. On voudrait entendre, on voudrait comprendre ce qui se passe dans leur petit cœur. On a envie d'une relation intime, d'une relation dans laquelle on comprend ce qui se passe pour eux et du coup, on peut satisfaire leurs besoins et du coup, se sentir à notre place. Parce que quand on ne comprend pas ce qui se passe, on se retrouve à devenir plus autoritaire ou bien on lâche tout, on ne sait plus, on ne s'estime plus, on perd confiance en soi en tant que parent, on se dit je suis nul. Ou alors on en veut à l'enfant qui est vraiment pas un bon enfant. Bref, on se retrouve dans des histoires difficiles. Donc c'est vraiment important qu'on arrive à comprendre c'est quoi les émotions. Et donc nous sommes ici réunis pour écouter, regarder davantage qu'est-ce qu'une émotion. Pénétrer au cœur des émotions de nos enfants et peut-être un petit peu des nôtres aussi pour établir une meilleure relation avec eux. Alors je pourrais parler, faire un exposé sur les émotions, et puis à la fin je donnerai la parole à 2 ou 3 personnes qui oseraient lever le bras. Oui, il y a toujours quelques personnes qui n'ont pas eu trop de limites dans leur enfance, et donc du coup qui réussissent à lever le bras. Mais tous les autres, eh bien, se diraient « Oh là là, j'aurais bien aimé poser ma question, mais j'ai pas osé poser ma question. » Chacun d'entre vous a probablement plusieurs questions à l'intérieur de lui. Vous êtes venus ici avec des questions. Et ce serait vraiment frustrant de repartir avec vos questions. Oh, à vrai dire, hein, pas d'illusion. J'espère bien qu'à la fin de cette conférence, vous aurez encore plus de questions qu'en rentrant. Mais peut-être des questions différentes. En tout cas, on va faire différemment. On ne va pas générer de la frustration directement. On va commencer par les questions. Et plutôt que de répondre à 1300 questions, ce que je vous propose, c'est que les 3 de devant se retournent vers les 3 de derrière. Ça va faire un petit groupe de 6. On ne bouge pas les chaises, ça tombe bien, elles ne bougent pas. Et chaque groupe de 6, vous allez parler entre vous, échanger. C'est important que chacun ait un temps de parole et vous allez ensuite décider la question de votre groupe. Une seule question. Vous êtes prêts? On y va. Je fouille, les yeux fermés et je tire. Oh là là, là c'est écrit très petit. Il me faut les lunettes. Eh oui, parce que vous avez eu l'habitude de me voir sur toutes sortes de vidéos avec lunettes, mais maintenant je n'en ai plus, parce que je fais de l'orthokératologie. Chic. Et donc je mets des lentilles la nuit, et du coup, le jour, je vois comme je n'ai jamais vu de ma vie. Je ne suis plus ni myope, ni astigmate. C'est fabuleux. Intéressant aussi par rapport aux émotions, c'est que depuis que je vois correctement, sans lunettes, eh bien, je peux sauter beaucoup plus facilement, je n'ai plus du tout le vertige. Fini. En fait,
fait, ça n'était pas émotionnel, c'était physiologique. Quelqu'un qui est myope, il ne voit pas forcément très bien les profondeurs. Et même avec le verre, ça modifie la perception des profondeurs. Et du coup, eh bien, j'avais tout le temps le vertige. Là, maintenant, fini. Et je peux conduire la nuit sans aucun problème. Alors qu'avant, conduire la nuit, j'étais pas trop sûre. Et donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qui ne sont pas du tout émotionnelles, mais qui sont liées à des handicaps, entre guillemets, physiques, dont nous n'étions pas conscients. Jamais je n'aurais imaginé que j'avais un problème, enfin, que ma vue pouvait être à l'origine de mes soucis. Donc, c'est génial, l'orthokératologie, sauf que du coup, je suis maintenant presbyte. Voilà, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc, comment gérer la frustration d'un enfant qui se roule par terre, hurlant, car il n'obtient pas ce qu'il veut, notamment avoir sa maman pour lire l'histoire. C'est un petit garçon de 2 ans et demi. Avec la description, on avait déjà à peu près compris que c'était 2 ans et demi. 2 ans et demi. Alors, il y a des présupposés dans cette question. Comment gérer la frustration d'un enfant qui se roule par terre? En fait, nous interprétons les comportements de nos enfants. Nous les interprétons. Il y en a qui sont... Là, j'ai 2 paires de lunettes du coup. Et elles se mettent pas paraître. Donc, nous interprétons. Là, le parent interprète que l'enfant hurle parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Donc du coup, on se dit, oui, il est important qu'il gère la frustration. Donc c'est vrai, peut-être que notre question est d'enseigner à cet enfant à réguler la frustration. Mais peut-être que ça n'a rien à voir. Peut-être que le fait que maman ne lise pas un autre bout d'histoire, eh bien, cette petite frustration n'est que le déclencheur. Peut-être que l'enfant a accumulé des tensions. Il a accumulé plein de tensions depuis le matin. Il s'est levé, il fallait se dépêcher, donc il s'est dépêché. Il a été ensuite à la crèche, et à la crèche, il y avait d'autres enfants qui sont passés devant lui sur le toboggan. Bref, il a accumulé toutes sortes de tensions. Ensuite, c'est papa qui est venu le chercher à la sortie de la crèche. Bon, papa... Je dis rien. Ben non, papa, quand même, les papas, ça reste 1 demi-heure de plus au travail quand ils ont un bébé. Statistiquement, hein, pas les papas d'ici. Mais bon, donc l'enfant, le petit garçon, bon, je garde encore, voilà, je me contiens, et puis j'arrive encore à me contenir à peu près à la maison, etc. Mais là, c'est trop. Maman, c'est au coucher, au moment où elle me lit une histoire, et donc je veux encore une histoire. Là, je commence à sentir qu'il se passe quelque chose dans mon corps, et le simple fait de voir ma maman là, et en plus c'est le moment du coucher, donc un moment plus calme, et donc mon amygdale dans mon cerveau se relâche. Au lieu d'être dans le figement, eh bien, le simple fait d'être en présence de ma mère va déclencher une autre réaction du stress. Nous avons 3 réactions par rapport au stress. En fait, voilà, dans le cerveau, le petit rond rouge, c'est l'endroit où se situe l'amygdale. Donc, elle n'est pas aussi grosse que ça, hein, c'est juste l'endroit de l'amygdale. L'amygdale, c'est pas les amygdales que nous avons dans la gorge, hein, c'est l'amygdale cérébrale. Nous avons 2 amygdales cérébrales, une droite et une gauche, et elles sont responsables du déclenchement de la réaction de stress. Elles nous aident, cette amygdale, à faire face à notre environnement. Elle déclenche adrénaline, cortisol, machin, enfin le cortisol il vient après, mais bref, elle déclenche le cortège d'hormones dans le corps qui va permettre à l'enfant ou à l'adulte d'être dans un état de stress qui permet de résoudre les situations. Sauf que, eh bien, quand on est dans cette dynamique, donc déjà, le stress, il y a 3 réactions possibles. L'amygdale est sollicitée,
Elle peut déclencher soit l'attaque, soit la fuite, soit l'immobilisation. Nous avons ces trois réponses inscrites à l'intérieur de nous depuis des millénaires. Vous avez le tigre à dents de sabre qui vous saute dessus. Nous sommes équipés pour, hop, lancer notre javelot. Nous attaquons, nous frappons. Oui, pas toujours. Quelquefois, on est tout seul, on n'a pas de javelot, tout ça, donc il vaut mieux courir. Mais attention, si vous courez face à un tigre à dents de sabre, il court plus vite que vous, donc il vaut mieux pas. Donc nous avons une troisième réaction qui est l'immobilisation, le figement. Normalement, c'est allongé par terre, mais bon, là, je reste debout. Et donc, figement, ça veut dire comme la souris morte. La souris morte, elle a très vite compris que c'était pas la peine de se défendre contre le chat, et donc elle a essayé de courir, de fuir, mais il l'a rattrapée. Bref, elle fait la souris morte. C'est pas qu'elle se dit je vais faire semblant d'être morte comme ça le chat va m'esquiver. Non, c'est une réaction biologique de l'organisme. Elle se fige. Son tonus musculaire diminue. Elle ne peut plus contrôler. Par contre, elle n'éprouve plus de sensations, elle n'éprouve plus rien à l'intérieur d'elle. Et comme ça, elle n'a pas la douleur non plus quand elle est croquée. Mais donc, elle est figée. Pour notre enfant, c'est pareil. Il accumule du stress. Alors peut-être au début, il est un petit peu en colère, il ose sortir des choses, il attaque. Mais souvent, il est impuissant dans toutes sortes de situations. Dans toutes sortes de situations, il peut ni fuir, ni attaquer. Et donc, il reste en tension du stress comme ça. Et du coup, dans son corps, il y a l'adrénaline, le cortisol, tout ça qui est sécrété et qui fait tout son travail dans le corps, qui maintient un certain nombre de tensions. Ce qui calme l'amygdale, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone, l'hormone de l'amour, l'hormone de la relation. C'est une hormone qui est sécrétée naturellement lorsque nous sommes en contact avec notre figure d'attachement, lorsqu'on est regardé de manière tendre, lorsqu'on se sent en sécurité. Et donc, lorsque, au moment du coucher, maman est tendre, sécurisante, etc., ça libère l'hormone ocytocine, et du coup, l'enfant qui était dans le figement va se mettre à attaquer. Et c'est une des raisons pour lesquelles les enfants vont faire des crises, principalement avec leur maman, parce que c'est la figure principale d'attachement. Ça ne veut pas dire, figure principale, que l'enfant aime plus maman que papa. C'est juste que, biologiquement, nous sommes tous construits pour, en cas de danger, nous tourner systématiquement vers une même personne. C'est pour ça qu'un enfant, par exemple, dans une gare, il y a beaucoup de monde, il y a papa et maman, elle a les valises, etc. Elle est 1,50 m devant. L'enfant de 2 ans, il a la main de son papa dans la main. Et donc, maman, parce que elle est pas très loin. Et donc, souvent, elle se retourne exaspérée. Mais écoute, lâche-moi un petit peu, t'es avec ton père. Et en fait, c'est juste une réponse biologique inscrite dans le cerveau de tous les enfants. C'est comme ça. On a juste besoin de mesurer ça. La figure d'attachement, c'est la personne vers qui l'enfant va se tourner en cas de danger. Si maman n'est pas là, alors il va se tourner vers papa, bien sûr. Mais si maman est là, à portée de vue, alors il va vouloir toujours maman. Après, ça change. Comment réguler la frustration du coup? Déjà, quand je mesure que l'enfant a eu une rude journée, j'ai besoin de lui fournir un temps où il va pouvoir sortir toute sa frustration, où il va pouvoir sortir son stress avant que ça ne vienne sur une énième petite frustration. Donc, je vais, à la sortie de la crèche ou le soir ou avant le moment où ça va exploser, je lui propose de jouer avec lui. 2 ans et demi, on va jouer avec les peluches, on va jouer avec... alors les cubes, ça peut faire un petit peu mal, donc on va jouer... Je vais plutôt jouer à le faire lancer des choses,
Je vais jouer à le faire bouger, je vais jouer à sauter, on va jouer à faire des choses ensemble physiques. Je vais jouer sur le lit à un combat. Je vais l'amener à être à la fois dans le contact et en même temps dans son corps, de manière à ce que ça vienne. Qu'est-ce qui va se passer? Très rapidement, l'enfant va dire « Ah, tu m'as fait mal !» Il va commencer à exploser. Chouette. Il explose parce qu'on l'a déclenché et donc nous, on est prêt à accompagner. On sait qu'il est en train de nous raconter sa journée. C'est pas si simple. Nous aussi, hein, quand on rentre du travail, parfois on a eu toute une journée un petit peu lourde et quand notre conjoint rentre avec 1 minute de retard, on peut avoir tendance à exploser. Et en réalité, ça n'est pas parce qu'il a oublié le pain. C'est parce qu'on n'en peut plus de toute cette journée. Mais quelquefois, même nous, adultes, on ne sait pas dire « Oh, Jacques, prends-moi dans les bras, j'ai vraiment eu une dure journée, j'ai besoin de pouvoir lâcher un peu et pleurer sur ton épaule. » C'est rare qu'on fasse comme ça. En général, on va « Oui, c'est toujours pareil, etc. » Et donc, nos enfants font comme nous, finalement. Donc, pour enseigner à nos enfants à réguler leur frustration, peut-être que nous, on pourrait déjà apprendre à prendre conscience du stress qui nous occupe et puis ensuite à répondre à leur stress. Peut-être que c'est réellement une réponse à la frustration. La frustration, c'est extrêmement important. Il y a quelques années, Walter Mischel a fait une super expérience, très connue maintenant dans le monde entier. Enfin, quand je dis très connue, superficiellement connue. Heureusement, son livre vient de sortir, il est traduit en français cette année, l'année dernière. Mais donc, Walter Mischel place un enfant devant une assiette et un chamallow. Et il dit à l'enfant, si je vais sortir de la pièce et quand je reviens, si le chamallow est encore là et entier, tu auras 2 chamallows. Combien est-ce que tu veux de chamallows? 100% des enfants veulent 2 chamallows. Et voilà. Du coup, expérience, l'expérimentateur sort et laisse l'enfant face à son chamallow. Et là, il y a toutes sortes d'enfants. Il y a ceux qui le regardent, hein, ceux qui le goûtent, puis reposent. On voit les enfants qui luttent pour réussir, mais qui n'y arrivent pas toujours. En dessous de 3 ans, 0 enfant réussit à garder le chamallow. Et c'est trop dur. Quand on a moins de 3 ans, on voit les enfants qui luttent. Mais quand on a moins de 3 ans, la zone d'inhibition et la zone d'impulsion à prendre ne sont pas connectées bien. Et donc, l'enfant, il a les 2 choses dans sa tête. Il a dit, je veux garder le chamallow, je veux pas le manger. Et puis d'un autre côté, il y a une autre partie de son cerveau qui dit, oh, il est super son chamallow. Et c'est cette partie-là qui gagne, quoi. C'est juste naturel avant 3 ans. Les capacités d'inhibition ne sont pas encore assez musclées. C'est pour ça que vous avez beau faire le chapitre à votre enfant. Tu répètes après moi, hein, quand tu rentres dans le bureau du docteur, tu ne touches à rien. Je touche à rien quand je rentre dans le bureau du docteur. Et évidemment, dès qu'on rentre dans le bureau, je paf, il touche à tout. C'est juste naturel, il a moins de 3 ans, c'est comme ça. Au-dessus de 3 ans, certains enfants réussissent, d'autres moins. Et plusieurs années plus tard, on a testé ces personnes, ces enfants devenus adultes, et on a remarqué que les enfants qui avaient réussi à tolérer la frustration, qui avaient réussi à gagner leurs 2 chamallows, avaient des vies plus riches, ils avaient davantage d'argent, ils avaient fait de meilleures études, ils avaient un meilleur mariage, bref, leur vie était nettement meilleure que ceux qui n'avaient pas réussi. Du coup, certains se sont dit, oui, il faut enseigner la frustration à nos enfants. C'est sûr. Mais quand on analyse, quelles sont les raisons pour lesquelles les enfants réussissaient à garder le chamallow intact? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'ils avaient de différent, ces enfants-là? Eh bien, ce qui a été montré, c'est que ce sont les enfants qui bénéficiaient d'un attachement sécure. Des enfants dont les parents étaient attentifs, présents,
et qui écoutaient leurs besoins. Les parents autoritaires, les enfants mangeaient vite le chamallow. Les parents qui mentaient, les parents qui promettaient et trahissaient, c'est sûr, les enfants sont finaux. On m'a déjà fait le coup, là, cette histoire de je t'en promets deux. Je préfère manger un tout de suite, c'est plus sûr. Et donc, ça n'est pas du tout, finalement, de l'intolérance à la frustration, c'était davantage de l'intelligence par rapport à la connaissance du monde des adultes. Et là où Walter Mischel est vraiment très très fort, il s'est dit, quand même, certains enfants réussissent, d'autres pas. Quelles sont les stratégies des enfants qui réussissent? Et si on pouvait donner cette stratégie à ceux qui ne réussissent pas, est-ce que du coup ils réussiraient? Et donc, il a proposé à des enfants de moins de 3 ans, donc des enfants qui mangent le chamallow, il leur a dit, tu vois ce chamallow, je vais sortir, et pendant que je serai sorti, toi, tu vas imaginer que ce chamallow, c'est seulement une boule de coton. Ou alors, tu vois ce chamallow, tu vas imaginer qu'il est dans un cadre et que donc c'est une image de chamallow. Ça se mange une image de chamallow? Non, ça se mange pas une image. Donc, voilà, tu fais ça. L'expérimentateur sort. Des enfants de moins de 3 ans, grâce à ces techniques, ont réussi à tenir 18 minutes. Vous pouvez imaginer des enfants de moins de 3 ans qui tiennent 18 minutes simplement parce qu'ils imaginent que le chamallow est une boule de coton. Donc, ça nous donne une chouette idée. Ça veut dire que si nous désirons que notre enfant régule la frustration, j'ai besoin de lui donner des idées. J'ai besoin de lui donner des outils. Et donc, si je ne désire pas lui raconter une histoire, une énième histoire, j'imagine qu'il en a déjà eu 1 ou 2, ou 3, et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? D'abord, je vais quand même vérifier, est-ce que c'est vraiment la frustration par rapport à cette histoire-là qu'il veut? Est-ce que vraiment il est frustré de ne pas avoir l'histoire? Ou bien est-ce que simplement, comme il a 2 ans et demi, il est en détresse parce que sa maman a eu l'idée saugrenue de le mettre au lit à 8 heures? Parce que ça arrive à des Français. Aux Français, hein, les autres pays, ils ne cherchent pas à coucher leurs enfants à 8 heures. 8 heures, c'est l'heure française. Donc, bizarrement, en France, on couche des enfants de 2 ans, 8 ans, 14 ans, il faudrait que tout le monde se couche à 8 heures. Quel que soit l'âge. Or, il se trouve qu'à 2 ans et demi, la mélatonine qui est sécrétée par cette petite glande ici dans notre cerveau se décale de près de 2 heures. Et donc, il est rare qu'un enfant à 2 ans et demi ait sommeil à 8 heures. En général, alors là c'est variable, vous avez des enfants qui vont s'endormir à 7 heures le soir, mais d'autres qui vont plutôt s'endormir à 9h30, 10 heures. Et c'est l'heure naturelle, biologique, pour un enfant de 2 ans et demi. Donc si ça se trouve, l'enfant, il n'est pas du tout, il fait pas une crise parce que maman lui refuse une histoire. Il fait juste une crise parce qu'il sait qu'à partir du moment où c'est fini l'histoire, il va falloir qu'il dorme. Il n'a pas sommeil. Parce que vous vous rappelez, la dernière fois que vous avez voyagé dans un pays lointain, et il y avait le décalage horaire, votre mélatonine, elle n'avait pas suivi le décalage, et du coup, vous avez essayé de dormir et vous n'avez pas réussi. C'est cet état-là dans lequel sont les enfants quand on les couche à une heure qui n'est pas la leur. Il n'y a pas d'heure absolue, il n'y a pas des règles où tous les parents, chaque enfant est différent. Vous pouvez avoir dans une même fratrie un enfant qui est fatigué à 7 heures, l'autre à 8 heures, l'autre à 9 heures, l'autre à 10 heures. Bref, ce que nous avons à faire, c'est observer nos enfants, et dès qu'il y en a un qui se frotte la joue, au lit. Oui, parce qu'en fait, monter la main au visage, c'est un des premiers signaux pour dire « je sommeille ». Comment gérer un conflit entre frères et sœurs sans prendre parti? Une fille de 7-8 ans, une fille de 5 ans et un garçon de 2 ans et demi. Ah oui, là l'écart est un peu grand. Comment gérer un conflit entre frères et sœurs sans prendre parti?
Un truc simple. Vous avez les enfants qui se battent. Vous passez nonchalamment. Et vous dites pierre, feuille, ciseaux. Et là, au moins pour les deux de 8 ans, 7 ans, hop, ils se mettent à jouer à pierre, feuille, ciseaux. Pourquoi? Parce que les enfants se confrontent. Ils se battent parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Si je leur donne un cadre, je recadre leur bagarre, alors ils ont des règles nouvelles. Une autre chose qu'on peut faire, s'il y a par exemple d'autres personnes dans la maison, je vais rameuter tout le monde, ou ça on peut le faire aussi quand on est dans une structure. Allez vite, dépêchez-vous, il y a Thomas et Doris qui sont en train de se battre, venez voir. Et tout le monde se met à regarder. Ah ben oui, parce que quand les autres nous regardent, on se bat, mais à la loyale. Donc du coup, on n'a pas besoin de prendre parti. Nous avons aussi besoin de laisser parfois nos enfants se chamailler, voire se battre physiquement. Aujourd'hui, dans les écoles, les enfants se font mal. De plus en plus d'enfants sont brutaux entre eux. Les enseignants sont désespérés de constater ça. Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que, surtout les mamans, on a tendance à interdire tellement les bagarres à la maison que les enfants ne savent pas tester leurs possibilités, leurs compétences. Les petits chatons se mordillent, se battent, etc. Les petits chiens, les petits chiots se battent. On se bat pour s'exercer. On se bat pour, avec les frères et sœurs, on s'exerce à sentir, ah, là j'ai été trop loin, là je vais pas assez loin. Nous aussi on peut se battre avec nos enfants, faire une grosse bagarre sur le lit avec papa, avec maman, parce que dans la bagarre, eh bien, là j'ai été trop loin, là j'ai été trop fort. Eh bien c'est comme ça que je m'exerce et que je peux sentir. Comment voulons-nous que un enfant puisse savoir gérer sa force si jamais il ne l'exerce? Donc, on a absolument besoin de multiplier les jeux où on va aller plus ou moins fort. Et les jeux de bagarre, c'est vraiment essentiel. Ah, ça fait causer, hein? Comment gérer les émotions dues à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur? C'est finalement la suite de la question. Hein. Parce que quelquefois, les conflits entre frères et sœurs, ils sont bien plus que juste de la bagarre. Quand c'est juste de la bagarre superficielle et qu'ils sont en train de se chamailler comme chien et chat, on laisse. On ferme les yeux, on se retient, on souffle, on regarde une plante verte, on va boire un verre. Bref, on gère son propre stress. On les laisse se chamailler. En revanche, quand on perçoit que l'émotion d'un des deux est très forte, que peut-être même il y a de la haine dans son regard, que la violence est en train de prendre le dessus, alors nous intervenons. Et nous n'allons évidemment pas prendre parti pour un enfant ou pour l'autre. C'est douloureux quand nos enfants se battent parce que nous sommes le parent à la fois du petit et du grand. Nous sommes le parent de l'agresseur et le parent de la victime. On n'aime pas être le parent d'un agresseur. Et en tant que parent de victime, on se sent amené à protéger la victime. Mais si on protège la victime, l'agresseur va agresser d'autant plus. Donc, que faire? Ne pas prendre parti est essentiel. Si on regarde la cause, nous avons besoin là de pénétrer plus profond dans le cœur de l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où son petit frère est venu au monde? C'est dur pour un enfant. Un enfant qui a été tout seul avec papa et maman pendant 1 an, 2 ans, peut-être plus. Et puis un jour, maman qui lui dit « Je t'aime tellement, je suis tellement heureuse de t'avoir, je vais faire un petit frère. »
On trouve ça louche, nous. Parce que, en tant que l'aîné, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Mais pourquoi est-ce que je lui suffis pas? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'un autre ?» D'autant que, une fois qu'elle a l'autre dans le ventre, on ne peut même plus aller dans ses bras. Elle nous porte moins. Une fois qu'elle a l'autre dans les bras, alors on n'a presque plus de place. Et puis là, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont pas confortables parce que la plupart des parents n'ont pas appris. Et moi-même, j'ai fait l'erreur quand mes enfants étaient petits. Quand ma grande fille jouait toute seule et que le bébé dormait, je venais voir ma fille, je disais « Je suis disponible pour toi, le bébé dort. Je peux être avec toi, on peut jouer ensemble si tu veux. » Ma fille, évidemment, me répondait « Non, j'ai pas besoin. » Et moi, ça me tiltait pas que c'était logique qu'elle me dise non, puisque je lui disais, en quelque sorte, « Tu n'es qu'un second choix. Je joue avec toi parce que le bébé dort. » Évidemment, personne ne désire être un second choix. Donc, elle disait non. Et souvent, je lui disais, tu sais, il va se réveiller et du coup, je vais être avec lui, j'aurai moins de temps. Donc là, on a vraiment l'occasion d'être un petit peu ensemble toutes les deux. Non. Ok. Évidemment, dès que bébé se réveillait, dès que je prenais le petit garçon dans les bras, immédiatement, Margot jouait « Maman, j'ai besoin de quelque chose !» Et là, moi, parce qu'à l'époque, j'avais pas tout compris dans la théorie de l'attachement, je me retournais en général vers elle et je lui disais « Écoute Margot, tout à l'heure j'étais disponible, tu n'as pas voulu jouer avec moi, et donc maintenant c'est le temps du bébé. » Et du coup l'enfant se disait « J'avais bien raison de penser que elle m'a remplacée. Je ne suis pas quelqu'un de suffisamment bien. Maman, elle préfère Adrien, elle n'aime plus. » Alors que si j'avais compris la théorie de l'attachement, si je m'étais souvenue, je me serais rappelé ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur la figure d'attachement. La figure d'attachement, c'est un porte-avions. Le porte-avions remplit le petit avion de carburant. Et le petit avion, quand il est plein de carburant, il peut aller voler loin. Mais il vole loin tout en surveillant que sa place est disponible. Quand l'enfant est plus grande, la place est disponible, je peux voler très loin. Je vais jouer toute seule en autonomie parce que je vois ma place disponible sur mon porte-avions. Maman est disponible, donc je n'ai pas besoin d'elle, j'ai pas besoin d'être dans ses bras, j'ai pas besoin de lui parler, je la vois et ça me suffit. Et je peux jouer, je me sens en sécurité. En revanche, dès qu'elle prend le bébé, ça veut dire que le bébé monte sur le porte, elle prend ma place. Et donc là, il y a un risque, il y a un danger. Tous les mammifères vont immédiatement rappliquer vers leur figure d'attachement s'ils voient qu'elle est à occuper à autre chose. Et donc, dès que la figure d'attachement prend un autre enfant, ou même téléphone à une copine, immédiatement, le petit avion revient. Je vois ça avec mon chien. Dès que je fais un câlin à mon amoureux, hop, mon chien zouip, parce que je suis sa figure d'attachement et que voilà, c'est tous les mammifères. Mais donc du coup, si je m'étais rappelé de ça, au moment où ma fille venait, je lui aurais dit « Ah oui, ma chérie, ben oui, mais j'ai le bébé dans les bras, et quand même, oui, t'as tour de cul, bien sûr, tata. » J'aurais pu dire 2-3 mots, être avec elle, remplir son réservoir d'attachement, tout en gardant l'enfant dans les bras, mais en évitant de faire les sourcils froncés, en évitant de faire la culpabilité, de la culpabiliser parce qu'elle n'avait pas utilisé le temps avant. Ça, c'est ce qu'on peut faire pour aider les enfants. Réalisons qu'ils ont besoin de sentir la disponibilité de leur figure d'attachement. On a de la chance, un tout petit bébé a besoin d'être dans les bras de la figure d'attachement pour se sentir en sécurité. Un enfant de 2 ans, 3 ans a besoin de voir, d'avoir la disponibilité de la figure d'attachement proche
Un enfant de 4 ans a besoin de savoir comment je peux joindre ma figure d'attachement. Donc chaque âge a des besoins, sauf que si nous nions ce besoin d'attachement, eh bien du coup là, l'enfant va vouloir être dans les bras aussi, faire comme l'autre, etc. Donc, quand je mesure que dans la bagarre entre les deux enfants, il y en a un qui a vraiment une haine envers l'autre, eh bien je vais le prendre à part. Et le soir, je vais lui parler seul à seul. C'est dur, hein, depuis que ton frère est né. J'ai moins de temps pour toi. Est-ce que ça t'arrive, dans ton cœur, d'avoir l'impression que je t'aime moins que lui? Au lieu de nier, au lieu de lui dire « mais non », je vais lui dire « est-ce que ça t'arrive ?» Parce que c'est important qu'il puisse arriver à mettre 2 mots dessus. C'est important qu'il puisse me dire « oui, ça m'arrive, même moi, mais tu le préfères. » Et là, je continue. Et au lieu de le rassurer, parce que c'est notre truc, nous, on ne supporte pas les émotions, on cherche à les enfermer. Et donc, au lieu de le rassurer, je vais lui dire dis-moi, à quel moment, par exemple, tu as l'impression que je le préfère? On fait parler l'enfant. On fait sortir de lui tout ce qu'il a à l'intérieur et qui a besoin de sortir, qui a besoin d'être dit. Et à la fin seulement, je lui dis j'ai pas du tout envie que tu aies l'impression que je t'aime moins que ton frère. Et donc je te demande qu'on fasse un code tous les deux. Et chaque fois que tu auras encore cette impression, eh bien, tu me feras le code. Peut-être le code, ça peut être un câlin, ou peut-être c'est je me gratte l'oreille, ou je sais pas, on a besoin de se trouver un signe tous les deux, qui fait que du coup, je le verrai, et du coup, je te ferai le câlin. On a besoin de trouver un signal qui nous permet de nous reconnecter. L'enfant, s'il sent qu'il peut se reconnecter à sa figure d'attachement, ça va diminuer la haine qu'il a pour l'autre. La haine, ça n'est pas réellement une haine contre l'autre enfant. Il n'a pas envie d'agresser l'autre enfant. Il a envie de se sentir aimé. Et juste, pour lui, eh bien, c'est depuis que cet enfant est là qu'il a sa figure d'attachement. Parce que c'est quand même une réalité, hein. On a beau raconter que le cœur d'une maman grandit avec le nombre d'enfants, la réalité c'est que le temps c'est toujours que 24 heures par jour, hein. Donc dans la réalité, bien sûr. Comment gérer les excès des colères des enfants? Tape dans les portes. Voilà, donc taper est vraiment une réaction naturelle. Si on ne veut pas qu'il tape dans les portes, on va lui enseigner à taper avec autre chose. Nous avons besoin de mesurer que c'est corporel, la colère. Le stress, l'agression, elle est physique. L'enfant ressent tout ça dans son corps. Nous aussi, parfois, hein, quand on est avec nos enfants qui nous énervent, ils ne veulent pas mettre leurs chaussures, dire « Et donc, on sent bien que c'est dans le corps que ça se passe. On a la mâchoire qui avance, on a l'énergie qui vient là. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Nous avons à fournir à nos enfants un exutoire. Pour un enfant de 2 ans et demi, un truc qui est génial, qui marche hyper bien, c'est tape des pieds. Et donc, on va lui enseigner, dans des moments calmes, on est au téléphone, et on se dit, papa dit qu'il va arriver plus tard que prévu. Ça m'énerve, j'ai envie de jeter le téléphone par terre, je vais plutôt taper des pieds. On pose le téléphone et on tape des pieds. C'est-à-dire qu'on montre à l'enfant comment faire. On vit dans toutes sortes de situations. Oh, il n'y a plus de crème glacée au chocolat, j'ai envie de tout, je vais plutôt taper des pieds. Et donc, toute la journée, on tape des pieds à chaque fois qu'il y a une frustration. Ensuite, on va jouer. On joue le petit train. Le wagon était furieux. Il avait envie de tout casser, de faire un accident. Il a plutôt tapé les pieds, tapé les roues. Bref, on joue avec les petits jouets qu'aime l'enfant, à taper des pieds quand on est frustré. Et ensuite, on va jouer à... Alors, pour de faux, Damien, on dirait que je serais vraiment très énervée et je taperais des pieds. Et donc, on tape des pieds.
Déjà, ça va nous aider dans toutes sortes de moments où on est réellement énervé, surtout contre le petit Damien. Eh bien, on va se mettre à taper des pieds au lieu de lui hurler dessus qu'il est encore en retard pour l'école. Ensuite, on va dire, maintenant, ça serait toi. On jouerait que toi, tu serais fâché et que tu taperais des pieds. Et donc, petit à petit, comme ça, on lui enseigne. Ça va durer une semaine, 15 jours. Et au bout d'un moment, eh bien, l'enfant est prêt. Et du coup, une frustration, il va probablement taper des pieds. S'il ne le fait pas spontanément, je peux lui dire, tape des pieds. Et là, il le fera. Évidemment, il est possible que quand papa rentre, il dise, tu peux taper des pieds plutôt, papa. Ça arrive. D'où l'importance de systématiquement, quand on enseigne quelque chose à notre enfant, informer tous les autres adultes. Parce que si un autre adulte n'est pas au courant que cet enfant-là tape des pieds pour éviter de taper la corde, de se taper la tête quelque part, etc., ça ne le fait pas. Sinon, eh bien, pour un enfant un petit peu plus grand, on va utiliser autre chose. Vous voulez être mon enfant ? Donc vous prenez un grand journal, distribuez-vous le journal, voilà, chacun prend, oh désolé, je tenais, alors voilà, donc on prend une grande feuille, on commence à le prédécouper un tout petit peu, mais un tout petit peu, et on le présente à l'enfant. Et vous vous sentez vraiment fâché, très fâché, et vous allez faire ninja, comme ça. Bravo! Comment vous sentez maintenant? Eh ben ouais, c'est sûr, merci. Quand on est en colère, on a besoin de sortir sa colère, on a besoin de sentir sa force. Et si on demande trop à nos enfants de se calmer, ça fait l'effet inverse. On a besoin de se sentir fort. Et donc, Donc là, notre petit garçon était quand même pas vraiment en colère pour de vrai. Et c'est important de l'encourager à dire vraiment fort « Ninja !» ou tout ce qu'il veut, mais sortir la voix. C'est très important de sortir la voix pour pouvoir se libérer de la tension. Une fois qu'on a sorti les choses, on est prêt à faire d'autres choses. Alors, comment gérer l'écoute de leurs émotions quand on n'a matériellement pas le temps de le faire, malgré avoir anticipé, pris le temps de faire les choses, etc. Donc, un enfant, garçon de 3 ans. Là, tous les enfants sont à peu près pareils. Ils vont forcément nous demander et venir vers nous au moment où on n'est pas disponible. Maintenant, vous avez compris pourquoi. C'est juste une histoire de porte-avions. C'est-à-dire que si vous êtes disponible, l'enfant est autonome, il n'a pas besoin de vous. Tandis que si vous n'êtes pas disponible, eh bien c'est le signal que lui donne biologiquement son cerveau pour se rapprocher de vous et livrer son émotion. Donc comment faire? Eh bien, on accueille ce que dit l'enfant. Et donc, on n'a pas le temps matériellement de le faire, ok, pour des raisons X ou Y, mais on ne va pas tout débrouiller, mais on va au moins reconnaître. Tu viens me confier telle chose, d'abord on décrit. Tu as les sourcils vraiment froncés, hein? Et qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Quand l'enfant nous dit, on va lui demander juste grand comment. Alors on fait mesurer l'enfant. Si c'est un enfant tout petit, on lui demande juste grand comment avec les mains. Si c'est un enfant plus grand, on peut lui demander de 1 à 5, de 1 à 10. Première chose que nous faisons pour accueillir l'émotion, tout d'abord je respire. Voilà. Je respire parce que on est tendu. Je me mets à la hauteur de l'enfant. Puis je mesure, ou je l'invite à mesurer. Et quand il me dit 9, je dis là, c'est vraiment important. Mais du coup, je sais
à combien je vais mettre ma phrase d'empathie. Parce que si mon enfant me dit « j'ai un souci, papa », et que nous on lui dit « oui, bon, bah, oui, ok, je m'en occuperai tout à l'heure », et que c'est un gros souci à 9, notre phrase, elle a besoin d'être « oh là là, eh ben dis donc, c'est un souci qui est vraiment grand dans ton cœur. Eh bien, je te promets qu'on va prendre un temps ce soir pour en parler. » Donc, construire notre empathie, c'est s'adapter à la mesure qu'il aura donnée. Par contre, parfois, nous, on surdimensionne. On croit que c'est un souci à 9, alors que c'est qu'un petit problème à 2. Si l'enfant nous dit « c'est à 2 », on dit « bon, ok, j'entends que tu as un petit souci à 2, ben écoute, ce soir, on va prendre 2 minutes, ou peut-être un petit peu plus, pour discuter de ça. » Mais le ton de notre voix va être différent. On peut très bien dire à un enfant « je m'en occupe ce soir, je m'en occupe même demain, ou si ça se trouve, samedi, on aura le temps. » L'enfant est capable d'attendre à condition que je reconnaisse suffisamment ce qu'il est en train de vivre là. Et pour le reconnaître, pour développer mon empathie, j'ai besoin de pouvoir mesurer. Et comme j'ai pas le temps de mesurer en écoutant dans mon cœur et compagnie, eh bien je lui demande de mesurer. Une grosse colère avec cris et casse tout autour d'elle, voilà, mais ça on a déjà eu pas mal, refuse de venir à la crèche et le verbalise par un nom et en se roulant par terre et faire des cris. Ça dure 20 minutes et ça dure dans le temps. Comment lui parler de ce qu'il vit? C'est un petit garçon qui a 2 ans et demi, donc lui parler de ce qu'il vit n'a aucune utilité. Comment l'accompagner pour que ce moment soit mieux vécu? Ça, c'est une bonne idée. Oui, c'est notre souci, surtout les filles, les mamans, on veut expliquer. On adore parler. Et donc, faut faire le deuil, parce que c'est rarement utile. Pour une petite fille de 4 ans, peut-être, mais pour un garçon de 2 ans et demi... Le garçon de 2 ans et demi, le truc du langage, la zone du langage, n'est pas encore bien connecté avec tout. Et donc, à partir du moment où je mets plus de 2 mots d'affilée, waouh, saturation. Pour peu que ce soit en plus un enfant tactile, c'est mort. Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? C'est ça que nous avons besoin de comprendre. Nous sommes là devant un comportement débordant. 20 minutes. 20 minutes, c'est plus de l'émotion. 20 minutes, c'est du stress, c'est du parasite. 20 minutes, c'est toutes sortes de choses, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe pour lui. C'est loin, c'est pas vraiment une émotion. Donc j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Oups, elle est là. Non, c'est pas celle-là. Voilà. Quand le lait déborde dans votre cuisine, eh bien, vous ne cherchez pas à mettre un couvercle dessus. Vous ne cherchez pas à mettre des limites au lait. Vous ne cherchez pas donc à gérer le débordement. Vous cherchez d'abord à éteindre le gaz. C'est beaucoup plus efficace. Si on essaye de mettre un couvercle et d'arrêter le comportement, eh bien, on va juste avoir du lait un petit peu partout. Éteignons le gaz. Derrière un comportement important comme ça de l'enfant, il y a du stress. Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant qui déclenche autant d'hormones de stress dans son corps et qui fait qu'il est maintenu comme ça à faire une crise pendant 20 minutes? Déjà, les 20 minutes, pour un enfant de cet âge-là, c'est juste qu'on n'a pas réussi à calmer le jeu suffisamment tôt et donc il y a juste la tempête dans son cerveau. Il ne peut pas, à son âge, se réguler tout seul. Donc j'ai vraiment à être là et à donner le câlin. Le câlin, mais le câlin ne suffit pas. Et puis, peut-être, j'utilise pas forcément le bon schéma. Est-ce que je suis, si c'est un enfant tactile, peut-être le câlin, ça va aller. Il se roule par terre et il crie. Peut-être c'est un enfant tactile, mais finalement, les enfants de tout style peuvent réagir comme ça.
Nous, on comprend, enfin le parent comprend, refuse de venir à la crèche. Il le verbalise par un nom. À 2 ans et demi, l'enfant ne se fait pas forcément l'image de qu'est-ce que c'est la crèche, etc. Et donc peut-être qu'il refuse la crèche, auquel cas on a besoin de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe à la crèche? Est-ce que quelqu'un est pas gentil avec lui? Est-ce qu'il y a un enfant qui le bouscule tout le temps? Donc on va poser des questions à la crèche pour savoir comment ça se passe à la crèche. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est simplement qu'à la crèche, il y a beaucoup trop de bruit. Peut-être qu'à la crèche, il y a beaucoup trop de stimulation. Et que pour l'enfant, c'est trop. Et donc, chaque fois, dès qu'il approche, il voit déjà, il perçoit que tous ses sens vont être surchargés. Et donc, il se met à hurler de base. C'est juste la réaction parce qu'il a compris compris, pas vraiment analytiquement, mais il a perçu que ses sens sont saturés chaque fois. Mais si ça se trouve, c'est aussi parce que les parents sont en train de se séparer et que l'enfant, du coup, il est très insécurisé parce que si il est à la maison avec maman, papa, ça va, il surveille. Mais s'il n'est plus là, alors... Et donc, quelquefois, l'enfant réagit, c'est pas un non à la crèche, il dit non, mais en réalité, ça veut dire je ne veux pas te laisser toute seule, maman, je ne veux pas te laisser tout seul, papa. Je ne veux pas quitter la maison, je veux pouvoir surveiller ce qui se passe. À 2 ans et demi, il n'est pas du tout capable de pouvoir expliquer ce qui se passe dans son cœur. Mais nous avons à regarder, nous, le paysage d'un petit peu plus loin. Si l'enfant fait de manière régulière, a ses réactions de manière régulière, c'est qu'il a un besoin non satisfait. C'est qu'il se passe quelque chose et que ça sature son sens. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner cet enfant et résoudre son problème? Il a un souci quelque part. Ça peut être un souci sensoriel. Ça peut être un souci émotionnel. Ça peut être un souci... Ça peut être toutes sortes de soucis. Mais lui ne peut pas nous le dire. Et donc, c'est avec ma tête d'adulte que j'analyse et je regarde ce qui se passe. Comment guider les parents pour la gestion de l'intolérance et la frustration? Comment faire accepter la mise à distance après un moment de crise ou de tempête émotionnelle d'un garçon de 6 ans? Oui. Donc là, on a besoin de comprendre ce qui se passe. C'est que parfois, c'est vrai, on a cru dans le passé que mettre à distance l'enfant, lui permettrait de réfléchir. On avait le coin, on envoyait les enfants au coin. On a dit aussi time out. Et donc, ça te permet d'avoir un temps pour te calmer. Nos parents, nous, ils disaient « va dans ta chambre ». Bref, depuis un certain temps, pour éviter de frapper, en fait. Donc, ça partait d'une bonne intention. Pour éviter de frapper l'enfant, je l'isole. Mais maintenant, nous avons des informations avec les neurosciences qui ne nous permettent plus de faire ça. Isoler un enfant abîme son cerveau. Isoler un enfant, surtout après une crise, est très embêtant pour son cerveau. Dans le cerveau de l'enfant, un cerveau d'enfant, c'est en construction. Quand il y a eu une crise, vous pouvez revoir, vous avez, voilà, c'est ça. Toute cette zone émotionnelle est sous tension. S'il est isolé dans sa chambre, il n'a pas l'occasion de construire les réseaux de neurones qui vont du cerveau préfrontal jusqu'à la zone émotionnelle. Et donc, quand il sera adulte, quand il sera grand, et que quelque chose se passera, que peut-être son propre enfant aura des réactions émotionnelles un peu fortes, eh bien, il sera tenté de donner une claque, il sera tenté de crier, il sera tenté de dire « va dans ta chambre », parce qu'il ne le supportera pas. Son circuit de stress restera activé. Notre job d'adulte, lorsqu'un enfant vit une crise, c'est de aider l'enfant à calmer la crise. Littéralement, parce que maintenant on le sait, grâce à l'IRM fonctionnel, on met un IRM fonctionnel autour
de la tête de l'enfant dans certaines situations et on voit ce qui se passe littéralement lorsque, quand un enfant est en crise, nous le regardons, nous sommes tendres avec lui, nous connectons, nous déclenchons la synthèse de protéines qui va construire des synapses, des connexions entre les neurones qui vont du cerveau préfrontal jusqu'au cerveau émotionnel. Et comme ça, nous calmons l'enfant, et non seulement nous calmons l'enfant, mais nous construisons littéralement des réseaux de neurones qui lui permettront de se calmer toute sa vie. Ce sont ces réseaux-là que nos parents n'ont pas suffisamment construits et qui font qu'on disjoncte quand nos enfants font des crises. Nous avons à réaliser que c'est juste parce que nous avons un cerveau abîmé et non pas parce que les enfants exagèrent. Nous pouvons réparer notre propre cerveau et nous pouvons aider nos enfants à construire le cerveau dont ils ont besoin pour pouvoir gérer leurs crises. Aujourd'hui, il n'est plus concevable de mettre un enfant au coin. À l'école, c'est interdit depuis plus de 100 ans. C'est interdit de mettre un enfant au coin. Et pourtant, on continue. C'est interdit de mettre un enfant immobile. Quand un enfant est stressé, il vient de faire une crise, il n'a surtout pas besoin d'être immobile. Il a besoin de sauter, il a besoin de bouger, il a besoin de courir. Il a besoin soit de câlin, soit de mobilisation physique. Mais surtout pas d'être immobile. Sinon, je vais déclencher des réactions de figement et du coup, il se fige. Il arrive à se contenir. Mais ça va ressortir sur le petit frère, ça va ressortir sur la petite sœur, ça va ressortir ailleurs. Forcément, si je renferme quelque chose dans une boîte, eh ben, à un moment, ça sort. Les émotions, c'est ce qui fait la vie. Et vers l'extérieur, motion, le mouvement. Les émotions, c'est le mouvement de la vie à l'intérieur de nous. Et donc, c'est fabuleux quand notre enfant a des émotions. Ça veut dire qu'il est vivant. Et nous avons besoin de pouvoir traverser nos émotions. Il y a de la joie, même à traverser les émotions les plus désagréables, parce qu'on se sent être soi. Quand on sent ces émotions, on est soi-même. Quand nos parents nous écoutent dans nos émotions, on est vraiment soi-même. Dans nos émotions, pas dans les rages et les excès de stress. La rage et l'extrait de stress, juste je le calme avec du contact et de l'ocytocine. Les émotions, je vais les écouter, je vais les accompagner, je vais permettre à l'enfant de les nommer, de se les approprier et de sentir qu'il est une personne. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons toutes sortes d'émotions et souvent, ce sont des réactions émotionnelles qui nous déstabilisent, mais quand on sent nos véritables émotions, on se sent soi-même. Merci.